La série commence avec une étrange petite fille nommée Wednesday Addams. Malgré son jeune âge, la petite fille ne manifeste que peu d'émotions et a une étrange obsession pour la mort. Elle est également connue pour porter des vêtements gothiques en noir et blanc, ce que tout le monde trouve étrange. Wednesday arrive à son lycée avec une expression effrayante sur le visage. Dans la première scène, Pugsley, son frère, est attaché dans son casier avec une pomme dans la bouche. Alors qu'elle le pousse dehors, Wednesday a une vision de la personne qui a torturé son frère. On apprend ici qu'elle n'est pas une enfant typique. Wednesday a la capacité de voir le passé et l'avenir de quelqu'un simplement en le touchant. Elle entre dans la piscine avec 2 sacs remplis de piranhas, après avoir découvert qu'un groupe de brutes de l'équipe de natation est derrière tout ça. Puis, elle lâche négligemment les piranhas sanguinaires dans la piscine. Alors que les brutes s'enfuient, terrorisées, Wednesday déclare que personne ne s'en prend à son frère à part elle. Dans la scène suivante, nous rencontrons les parents de Wednesday, Morticia et Gomez. Ils en ont assez des frasques de leur fille et ont décidé de l'envoyer à la prestigieuse Nevermore Academy. Tous les élèves de cette académie ont des capacités surnaturelles et on leur apprend à les contrôler. Morticia et Gomez sont tous deux diplômés de la même académie, ce qui implique qu'ils ont eux aussi des super-pouvoirs. Pendant ce temps, un randonneur se lance seul dans les bois près de Nevermore Academy. Malheureusement, une créature inconnue l'attaque et le tue après seulement quelques minutes. Plus tard, le shérif local découvre le corps mutilé et commence à surveiller la zone. Étonnamment, nous apprenons que ce meurtre-odieux n'est pas le premier du genre. En fait, il y a eu un certain nombre d'incidents similaires ces dernières années. Wednesday arrive ensuite à l'académie et rencontre la directrice Larissa Wim, qui dirige Nevermore avec aisance. Elle lui présente sa colocataire, Enid, une louve-garou qui est, à tous égards, l'exact opposé de Wednesday. Enid est une fille décontractée avec des décorations aux couleurs vives de son côté de la pièce. Alors que Wednesday est obsédée par tout ce qui est noir et gothique, Enid emmène Wednesday faire le tour de l'académie, lui indiquant les 4 principaux groupes scolaires, les Fangs, les Furs, les Stoners et les Skalls. Les Fangs sont des vampires, les Furs sont des loups-garous, les Stoners sont des gorgones avec des serpents sur la tête et les Skalls sont des sirènes manipulatrices. Enid lui montre également la fille la plus populaire de l'école, Bianca Barclay, une sirène époustouflante, et son ex-petit ami, Xavier Thorpe, un artiste de la mort capable de donner vie à ses dessins. Pendant ce temps, alors que la famille Addams s'éloigne, Gomez libère la chose, une main vivante coupée. La chose est chargée de garder un œil sur leur fille. Wednesday se rend à un cours d'escrime le lendemain, où elle se mesure à la redoutable Bianca. Après quelques échanges, les filles se retrouvent à égalité de points et décident d'enlever leur masque et de se battre jusqu'à ce que l'une d'elles fasse couler du sang en premier. Une bataille brutale s'ensuit, les 2 filles se battant à pas égales. Cependant, à la fin, Bianca triomphe lorsqu'elle se coupe légèrement la joue. Plus tard, alors que Wednesday sort de l'infirmerie après avoir été bannie, elle est presque écrasée à mort par une gargouille en pierre qui lui tombe dessus. Heureusement, Xavier, l'artiste de la mort, arrive juste à temps et la pousse hors du chemin. Wednesday retourne dans sa chambre peu de temps après, mais elle soupçonne que quelqu'un la surveille. En conséquence, elle fouille la pièce et finit par trouver la main de la chose. Réalisant que c'est la faute de ses parents, Wednesday menace la main de lui être fidèle, sinon elle l'enfermera dans un tiroir. La chose, terrifiée, jure d'être fidèle. Elle est obligée d'assister à des séances de thérapie obligatoires à la suite de sa farce avec le piranha. La directrice Larissa l'emmène à sa séance de thérapie à Jericho, une petite ville à l'extérieur de Nevermore. Elle rencontre son thérapeute mais ne discute de rien. Wednesday, de son côté, a un autre plan. Elle s'excuse pour aller aux toilettes avant de s'enfuir par la fenêtre. Elle tombe accidentellement sur un homme dehors et a une vision dans laquelle elle assiste à la mort de l'homme. Terrifiée, Wednesday se rend dans un café voisin, où elle rencontre Tyler, le fils du shérif et un barista. Tyler a des problèmes mécaniques avec sa machine à expresso, car les instructions sont inexplicablement en italien. Heureusement, Wednesday sait lire l'italien. Elle répare rapidement l'appareil et demande à être conduite à l'arrêt de bus le plus proche. Avant que Tyler ne puisse répondre, un trio de brutes déguisés en pèlerins prennent d'assaut le magasin et la provoquent. Wednesday essaie de les ignorer, mais quand elle en a assez, elle riposte et les bête facilement. La directrice Larissa arrive au magasin avec le shérif après un certain temps et remarque le carnage. Elle s'en prend à Wednesday avant de la conduire hors de la ville. Sur le chemin du retour à l'académie, il passe devant un terrible accident de voiture. La victime est le même homme que Wednesday a vu plus tôt dans sa vision. Plus tard dans la nuit, sur le balcon du dortoir, Wednesday joue une chanson envoûtante sur son violoncelle. C'est une nuit de pleine lune et on peut entendre plusieurs loups-garous hurler au loin. Enid, qui est elle-même un loup-garou, révèle qu'elle ne se joindra pas à eux car elle ne peut pas se transformer. Pendant ce temps, Chose entre dans la chambre de Tyler et lui demande d'appeler Wednesday.
Malgré sa peur, il accepte et les deux commencent à discuter par vidéo. Wednesday invite Tyler à la rencontrer à la foire des récoltes le lendemain, affirmant que ce sera agréable. En réalité, elle veut juste quitter l'académie. À la foire, on remarque que Larissa surveille de près Wednesday. Malgré cela, l'adolescente gothique parvient à rattraper Tyler. Les deux sont presque sortis de là lorsque Wednesday rencontre l'un de ses camarades de classe, Rowan. Il s'enfuit dans les bois, et elle a une vision dans laquelle Rowan a été brutalement mutilé à mort par quelqu'un depuis qu'elle a touché. Terrifiée, elle change d'avis et le poursuit pour l'informer de la nouvelle. Rowan utilise sa capacité de télékinésie pour la clouer en haut d'un arbre avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Il révèle alors que 25 ans auparavant, sa mère, une puissante voyante, avait prédit que Wednesday détruirait l'Académie Nevermore. En conséquence, Rowan pense qu'il doit la tuer avant que quelque chose de mal n'arrive. Il commence alors à l'étrangler par télékinésie, mais un monstre massif surgit soudainement, déchire Rowan et disparaît dans les airs. Wednesday se tient debout au-dessus de son corps mutilé, regardant le prétendu dessin fait par sa mère. Peu après, les policiers dirigés par le shérif commencent à chercher le corps de Rowan, mais sans succès. Le shérif, comme prévu, ne croit pas à l'affirmation de Wednesday selon laquelle un monstre aurait attaqué Rowan et suppose qu'il s'agissait d'un étudiant de Nevermore. Un officier interrompt leur conversation et nous voyons Rowan, qui est toujours en vie. Wednesday entre dans sa chambre et découvre sa colocataire, Enid, préoccupée par la compétition de la Poke-Up, un jeu annuel de bateau à moteur. Plus tard, elle tente de parler à Rowan, mais la directrice Larissa l'informe qu'il a été expulsé pour des raisons qu'elle ne peut pas divulguer. Wednesday revient donc au plan B et demande à Ting de garder un œil sur Rowan. La scène se déplace ensuite vers Rowan, qui est arrivé à la gare, suivi de près par la chose. Après avoir observé son environnement, il se faufile dans les toilettes et se déguise en homme âgé. La chose, cependant, le perd de vue et rate la transformation. Plus tard, le vieil homme prend l'apparence de Larissa, la directrice, révélant qu'elle est une métamorphe et qu'elle cherche à dissimuler le meurtre de Rowan pour une raison quelconque. N'ayant pas d'autre choix, Wednesday se rend dans les bois à la recherche de preuves du meurtre de Rowan. Tyler, qui garde un œil sur son père, l'accompagne. Elle finit par trouver les lunettes de Rowan, et alors qu'elle les ramasse, elle a une vision. Elle voit un livre violet dans la vision, d'où Rowan a obtenu le dessin. Wednesday ne perd pas de temps à confronter son professeur au sujet du livre, et ce dernier lui révèle qu'il appartenait à une ancienne société étudiante connue sous le nom de Nightshade. Cependant, la société a été dissoute depuis longtemps. Wednesday se faufile dans la chambre de Rowan après l'école pour chercher le livre. Elle découvre un masque sous son lit, mais avant qu'elle ne puisse partir, Xavier, le colocataire de Rowan, arrive. Wednesday se cache rapidement sous le lit au moment où Bianca arrive pour voir son ex. Elle entend leur conversation et découvre que Bianca a l'intention d'humilier Enid lors de la prochaine compétition de bateau. Par conséquent, dès qu'elle rentre dans sa chambre, Wednesday décide d'aider Enid en participant à la compétition afin de pouvoir vaincre Bianca. Wednesday et Enid se préparent pour la compétition du lendemain. Comme il n'y a pas de règles, tout est permis, ce dont Bianca profite. Le jeu consiste en 4 équipes qui rament avec leur bateau jusqu'à une destination et reviennent. Le gagnant est la première équipe à franchir la ligne d'arrivée sans être éliminée dans le lac. Alors que la compétition commence, Bianca taquine une de ses amies en lui reprochant de saboter les autres bateaux. L'amie, qui s'avère être une sirène, plonge dans le lac et détruit l'un des bateaux, éliminant ainsi l'équipe. Heureusement, Wednesday et Enid sont préparés, et avec l'aide de la chose, ils parviennent à capturer la sirène. Wednesday, en revanche, a une vision différente pendant la compétition. Cette fois, elle voit une version blonde d'elle-même, qui l'informe qu'elle est la clé. Wednesday reprend connaissance et découvre que l'équipe de Bianca a pris la tête de la course. Elle et Enid, refusant d'abandonner, décident de jouer la carte de la déloyauté. Elles utilisent les coups bas de Bianca contre elle et finissent par remporter la compétition. Pour la première fois depuis 4 décennies, une équipe non-sirène a remporté la prestigieuse compétition. Plus tard, la directrice Larissa rend hommage à l'équipe gagnante en remettant à Enid le trophée de la Coupe Pau. Wednesday, cependant, est submergée par l'attention et cherche refuge auprès d'une statue d'Edgar Allan Poe, un ancien élève de l'Académie Nevermore. Elle remarque un symbole sous le livre de pierre qu'il tient dans ses mains. C'est le même symbole que Rowan avait gravé sur le tableau qu'il lui avait donné avant d'être mutilé à mort. Wednesday résout rapidement une série d'énigmes gravées dans le livre et découvre un indice, claquer 2 fois. Lorsqu'elle claque 2 fois, un couloir secret s'ouvre soudainement, révélant une chambre cachée. Wednesday localise avec succès le livre de Rowan, duquel il a arraché l'image. Elle fourre le livre dans son sac à dos, mais avant qu'elle ne puisse aller plus loin, un sac noir est enfoncé sur sa tête. Lorsque le sac est retiré, elle est entourée de Bianca,
Xavier et quelques autres étudiants. Bien que le groupe ait été dissous auparavant, la directrice Larissa l'a secrètement rétabli. Xavier invite Wednesday à rejoindre leur groupe. Dans la scène suivante, la directrice Larissa annonce la journée annuelle de sensibilisation, au cours de laquelle les étudiants de Nevermore devront interagir avec des gens normaux, également appelés normies, en travaillant à leur côté dans leurs entreprises. Wednesday informe Xavier que son colocataire a peut-être été assassiné. Une fois arrivé en ville, Xavier insiste sur le fait que Rowan n'est pas mort, expliquant qu'il a seulement été expulsé. Malgré cela, Wednesday lui montre le dessin fait par la mère de Rowan. Xavier l'examine de près et découvre que l'homme sur la photo est le. Wednesday décide de se porter volontaire à Pilgrim World, le lieu où l'histoire de Jericho est conservée. Eugène, un jeune garçon avec qui elle s'est liée d'amitié au club d'apiculture, la rencontre là-bas. Les deux commencent à discuter tout de suite et commencent à observer leur environnement. Mademoiselle Arlene, la gardienne de Pilgrim World, s'approche des étudiants peu de temps après, leur fait visiter et leur parle de certains des biens les plus précieux de Joseph Craxton. Wednesday se renseigne davantage sur les objets et découvre qu'ils contiennent des outils agricoles originaux, de la vaisselle et même le pot de chambre familial. Elle veut y travailler, mais ne peut pas le faire en raison de rénovation. Au lieu de cela, ils travailleront tous dans l'ancienne fabrique de fudge, distribuant du fudge et des gâteaux aux touristes locaux. Plus tard, Wednesday se faufile dans la chambre de la famille Craxton avec l'aide d'Eugène. Elle découvre une peinture de l'ancienne maison de réunion qui représente la jeune fille de sa vision. Peu de temps après, elle trouve le livre que la jeune fille portait, mais lorsque Wednesday remarque que les pages sont vierges, elle soupçonne qu'il s'agit d'un faux. Arlene, la gardienne, arrive et la surprend. Lorsque Wednesday s'enquiert du livre original, Arlene admet à contre-cœur qu'il ne s'agissait pas d'un livre original. Tyler et Wednesday se retrouvent plus tard au café. Tyler révèle que ce qui reste de la maison de réunion d'origine se trouve dans les bois. Lorsque Wednesday s'enquiert de la maison de Joseph Craxton, Tyler explique qu'il s'agit essentiellement d'une ruine et que les drogués l'utilisent comme refuge. Wednesday et Ting se précipitent dans les bois à la recherche de la maison de Joseph Craxton. Lorsqu'ils le trouvent, ils tombent sur un sans-abri, mais Ting l'étrangle et l'effraie. Soudain, Wednesday a une vision et voyage 400 ans dans le passé. Cette fois, nous voyons la fille blonde de sa vision précédente. Les villageois encerclent la fille, la qualifiant de progéniture du diable. Peu après, Joseph Craxton émerge de la foule et l'appelle Goody Adams. Il l'accuse de sorcellerie et la condamne à mort dans une grange avec d'autres accusés, dont sa mère. Goody, à son tour, les accuse d'avoir volé leurs terres, massacré des innocents et détruit leur esprit pacifique. Enragé, Joseph la fixe du regard pendant un moment avant de mettre le feu à la grange. Goody essaie de libérer sa mère, mais ses efforts sont vains. Finalement, quand il n'y a plus d'espoir, elle s'échappe par une trappe. Pendant ce temps, Wednesday observe tout depuis l'intérieur de la grange. L'esprit de Goody s'approche d'elle et déclare que Joseph n'arrêtera pas sa croisade tant qu'il ne les aura pas tous tués. Wednesday se réveille de sa vision et raconte tout à Ting. Ils sont surpris de voir le même monstre qui a tué Rowan se cacher derrière eux. Wednesday le poursuit sous la pluie mais est incapable de le suivre. En conséquence, elle suit les empreintes de pas, qui commencent étrangement à ressembler à des empreintes de pas humaines. Cela révèle la véritable identité du monstre en tant qu'humain. Elle rencontre alors Xavier et lui raconte ce dont elle a été témoin. Il veut examiner les traces, mais la pluie les a effacées. Le lendemain, tout le monde se rassemble sur la place de la ville pour l'inauguration d'une nouvelle statue en l'honneur de Joseph Craxton. Pendant que le maire et Larissa annoncent la statue, Wednesday joue une version instrumentale de Don't Stop de Fleetwood Mac avec la fanfare de Jericho. Cependant, le désastre survient lorsque Ting, conformément aux ordres de Wednesday, met le feu à la statue. Alors que d'autres fuient, terrifiés, les yeux de Wednesday brillent de vengeance alors qu'elle continue à jouer du violoncelle avec intensité. Plus tard, la directrice Larissa réprimande Wednesday, la soupçonnant d'être responsable de l'incident. Cependant, l'adolescente nie tout acte répréhensible et confronte Larissa pour avoir refusé de reconnaître les vérités racistes et sanglantes sur lesquelles Jericho a été construit. Cette nuit-là, le monstre attaque le sans-abri de Pluto et sa caméra commence à enregistrer l'incident. Le shérif et son équipe arrivent dans les ruines de la forêt et découvrent le sans-abri mort. Ils trouvent des images sur sa caméra qui pourraient révéler l'identité de l'auteur. Après avoir développé les photos, le shérif examine le visage du tueur, qui ressemble à un monstre sorti d'un cauchemar. Pendant ce temps, Wednesday et Ting s'arrêtent au bureau du coroner de Jericho. Wednesday espère examiner plus en détail le corps du sans-abri pour trouver des indices qui pourraient changer sa vie. Elle prend des notes minutieuses en examinant le cadavre. Lorsque le shérif et le coroner apparaissent à l'improviste dans le bureau, Wednesday s'enfuit. Le shérif et le coroner discutent de l'affaire,
et le coroner lui montre le pied sectionné du sans-abri, auquel il manque 2 orteils. Après le départ du shérif, le coroner remarque qu'une des portes de l'étagère mortuaire est entr'ouverte. Il découvre Wednesday à l'intérieur, mais l'adolescent gothique se fait passer pour un cadavre avec brio, ce qui ne lui laisse aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. La scène se déplace vers la classe de Mademoiselle Vargel, où tout le monde est excité par le bal du corbeau à venir. Xavier informe Wednesday de l'événement, mais elle préférerait se planter des aiguilles dans les yeux. Plus tard, elle fouine dans le mystérieux atelier d'art de Xavier et découvre plusieurs croquis qui ressemblent au monstre. Elle attrape quelques dessins et s'enfuit, pour être confrontée à Xavier lui-même à l'extérieur. Heureusement, il n'est pas méfiant et se demande si elle pourrait l'inviter au bal du corbeau. Pour couvrir son fouinage, Wednesday demande à Xavier de l'accompagner au bal, et il accepte. Wednesday se rend ensuite chez le shérif avec les dessins de Xavier. Le shérif compare un croquis à la photo qu'il a trouvée sur l'appareil photo du sans-abri, et c'est une correspondance parfaite. Le shérif accepte à contre-cœur de collaborer avec elle si elle apporte des preuves substantielles. Cependant, Wednesday commence à soupçonner Xavier, car il a la capacité de donner vie aux œuvres d'art. Pendant ce temps, Enid rencontre Lucas, le fils du maire et un tyran, dans un café. Lucas l'invite au Raven, et elle accepte avec joie. Au même moment, Wednesday rencontre Tyler, qui lui porte un intérêt romantique et souhaite l'accompagner au bal. Cependant, Wednesday affirme qu'elle doit donner la priorité à la souffrance de ses sentiments. Elle rejoint ensuite Eugène au club d'apiculture, où Eugène reconnaît la grotte d'après les croquis. Il l'emmène dans une grotte voisine qu'il a découverte en faisant des recherches sur les abeilles, et il trouve une griffe logée dans la paroi de la grotte. Wednesday retourne au studio d'art de Xavier, à la recherche de preuves ADN qui correspondent à la griffe. Elle découvre un chiffon ensanglanté et le fourre dans son sac, mais Xavier la prend en flagrant délit. Il réalise qu'elle avait des arrière-pensées en l'invitant au bal. Wednesday se demande s'il est le monstre, mais Xavier explique que la créature hante ses rêves depuis un certain temps, alors il a dessiné. Malheureusement, la bête s'est réveillée et a griffé le cou de Xavier avec ses griffes. En colère, Xavier met Wednesday dehors après avoir réalisé qu'elle l'avait trompé. Plus tard, Wednesday place la griffe et le chiffon ensanglanté sur le bureau du shérif, lui demandant de procéder à des tests sur eux. Pendant ce temps, Chose tape secrètement une note sur la machine à écrire de Wednesday et la remet à Tyler au café. Il s'avère que Chose a écrit des excuses sincères, attirant Tyler au bal des corbeaux. C'est l'heure de la soirée dansante du corbeau. Pendant que les autres élèves se déguisent pour l'événement, Wednesday prévoit de faire des recherches dans les grottes avec Eugène. Cependant, Tyler frappe à sa porte de manière inattendue avec un bouquet. La note de Ting avait réussi à créer une surprise pour Wednesday, attirant Tyler au bal. Tyler a également obtenu une superbe robe noire pour Wednesday. Au début, elle est irritée contre la chose pour avoir agi sans qu'elle le sache. Cependant, tout lui est pardonné lorsqu'elle voit la robe à couper le souffle. Tyler est sous le charme lorsqu'il la voit habillée de cette façon. Malheureusement, Eugène est surpris par le changement soudain de plan de Wednesday, mais elle lui assure que l'enquête reprendra le lendemain. Elle l'avertit également de ne pas s'aventurer seul dans les bois, bien qu'il défie ses ordres et se lance dans sa propre quête. Sur la piste de danse, tout le monde est stupéfait par l'apparence frappante de Wednesday dans sa robe noire. Xavier, incapable de cacher ses sentiments, s'approche d'elle et lui parle enfin de sa querelle en cours avec le fils du shérif. Wednesday raconte ensuite à Tyler sa conversation avec Xavier, révélant que Tyler traînait avec des brutes. L'année dernière, lors de la journée de sensibilisation, ils ont détruit la peinture murale de Xavier et l'ont agressé. Tyler explique qu'il n'est plus cette personne, et Wednesday ne lui en veut pas, affirmant qu'elle serait allée encore plus loin. Pendant ce temps, Lucas envoie des SMS à ses amis, qui prévoient de se venger des parias qui ont brûlé la statue de Joseph Craxton. De retour au bal, Wednesday surprend tout le monde en exécutant ses mouvements de danse gothique unique. Pendant ce temps, Eugène est retourné dans la grotte dans les bois, où il voit quelqu'un y mettre le feu. Au bal, Lucas et sa bande déclenchent les arroseurs, aspergeant tout le monde de liquide rouge. La piste de danse se retrouve imbibée de ce qui ressemble à du sang, et le chaos s'installe alors que les gens crient et glissent sur la peinture. Au milieu de tout cela, Wednesday est frappée par une vision d'Eugène, terrifiée et en danger. Elle se dirige droit vers les bois, appelant Eugène, mais il n'y a pas de réponse. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Eugène est attaqué par la créature. Elle le trouve couvert de sang, à peine vivant. Miss Thornhill, la maîtresse d'école, arrive peu après et vérifie si Eugène respire encore. La scène se déplace à l'Académie Nevermore, qui organise sa journée annuelle des parents. Cela rappela à mercredi le cas de son père. Dans ses souvenirs, son père était quelqu'un qui n'était pas doué pour la stratégie et exprimait son amour de manière exagérée.
Il était difficile d'imaginer qu'il ait pu être impliqué dans une affaire de meurtre lorsqu'il était jeune. Elle voulait découvrir ce qui s'était exactement passé lors de la nuit d'orage, il y a 32 ans. Les registres indiquent que lorsque la principale Wim rentrait à son dortoir, un homme tomba d'un bâtiment. En levant les yeux, elle vit le père de Mercredi debout sur le toit, une épée à la main. Wim pensa que les deux hommes avaient dû avoir une dispute, car tous deux courtisaient la jeune mère de Mercredi. En conséquence, le père de Mercredi fut arrêté sur le champ, mais fut relâché sans inculpation peu après. Mercredi ignorait l'histoire cachée, mais était déterminé à la découvrir lors de la journée des parents. La principale Wim profita également de l'occasion pour annoncer que l'état d'Eugène s'améliorait, espérant dissiper les doutes des parents. Bien que les élèves de l'académie aient des capacités différentes, leurs attitudes envers leurs parents étaient très similaires. Le père de Xavier n'était même pas venu lui rendre visite depuis un certain temps. Bianca était dans une situation encore pire. Depuis son arrivée à l'académie, sa mère n'était jamais venue, mais, étonnamment, elle se présenta ce jour-là. Étrangement, Bianca ne semblait pas surprise, mais affichait un visage empreint de peur. La principale Wim eut une conversation privée avec la famille Adams. Compte tenu des événements récents, elle estimait que l'académie ne pouvait plus accueillir Mercredi. La thérapie psychologique était également très insatisfaisante. La psychologue avait toujours voulu discuter avec la famille de Mercredi pour le bien de leur fille. Les Adams décidèrent de partir. Malheureusement, ils furent vus par le shérif, qui buvait un café à ce moment-là. Il était très contrarié, car le père de Mercredi était un meurtrier, pourtant il vivait librement en ville. Puis, son collègue l'appela. Le coroner s'était donné la mort dans la morgue. Lors de la thérapie psychologique, le couple Adams montra son affection devant tout le monde. Incapable de le supporter, Mercredi sortit le dossier et demanda à son père d'expliquer l'affaire de cette année-là. Sa mère, contrariée, refusa de discuter de l'affaire de persécution avec sa fille, et la conversation dut être interrompue. Puisque ses parents ne voulaient pas en parler, Mercredi décida d'enquêter elle-même. Après être partie, elle eut une grosse dispute avec sa mère. De son côté, Bianca commença à se quereller avec sa mère. La mère de Bianca avait épousé un chef de secte et utilisait la capacité d'hypnose du monstre marin pour élargir son recrutement et amasser une fortune. Mais le pouvoir de sirène de sa mère s'épuisait, et certaines personnes qui en savaient trop devenaient incontrôlables. Elle espérait donc que sa fille revienne pour l'aider, mais Bianca ne voulait pas être impliquée dans de telles affaires, pensant que le pouvoir de sirène devrait être utilisé pour le bien. Sa mère trouva cela amusant, estimant que Bianca avait également été admise à l'académie grâce à ce pouvoir. Elle lui donna une semaine pour dire au revoir à l'académie, sinon elle exposerait personnellement les mensonges de sa fille. Plus tard, Mercredi alla rendre visite à Eugène, qui était endormi. Elle se sentait quelque peu responsable de son état, mais, mettant la culpabilité de côté, le seul moyen d'aider Eugène à obtenir vengeance était de trouver le cerveau derrière tout cela. À la morgue, il fut déterminé que le coroner s'était tiré une balle, mais, de manière suspecte, le shérif avait vu le coroner la semaine précédente. Ce dernier planifiait une croisière avec sa femme et semblait attendre la retraite avec impatience, ne donnant pas l'impression de quelqu'un qui se suiciderait. Il voulut récupérer la vidéo de surveillance, mais la caméra était bloquée par un chewing-gum. De plus, le coroner mentionna dans sa note de suicide qu'il se sentait coupable depuis des années à propos d'une vieille affaire. Il affirmait avoir couvert la vérité et falsifié le rapport d'autopsie, et cette affaire concernait le père de Mercredi. Le shérif était secrètement satisfait, car il avait toujours voulu traduire le père de Mercredi en justice. Maintenant que de nouvelles preuves étaient apparues, il pouvait enfin régler cette affaire de longue date. Pendant ce temps, Mercredi arriva sur la place pour observer la statue du fondateur, Crackstone. De manière inattendue, elle vit sa mère porter un bouquet de fleurs en direction du cimetière. Elle décida de la suivre discrètement. Après le départ de sa mère, elle regarda de plus près et reconnut l'homme que son père avait poignardé des années auparavant, un homme nommé Gates. Elle se demanda de quoi sa mère essayait de s'échapper. Monsieur Adams estimait que leur fille devait être informée de cet incident, tandis que Madame Adams soutenait qu'elle ne les croirait jamais. À ce moment, le shérif et ses hommes firent irruption dans l'académie, arrêtant Monsieur Adams devant tout le monde. Madame Adams ne dit rien, se contentant de verser des larmes de chagrin. Plus tard, Mercredi rendit visite à son père en prison, espérant comprendre toute l'histoire. Elle avait vu sa mère rendre hommage à un homme nommé Gates, et son père avait été arrêté pour son meurtre. Monsieur Adams n'eut d'autre choix que de révéler la vérité de cette année-là. Gates était obsédé par la jeune mère de Mercredi à l'époque, au point de devenir fou. Il commença à la harceler. Ils essayèrent de le signaler à la police, mais en vain, à cause du pouvoir et de l'influence de la famille de Gates à Jericho. Personne ne croyait que Gates pouvait être un harceleur. De plus, le père de Gates,
un homme qui détestait toute déviation de la norme, était furieux des accusations portées contre son fils. Tout culmina lors d'une fête cette nuit-là, une nuit d'orage. Le jeune couple exprimait son amour dans le hall lorsque Gates fit irruption avec une intention meurtrière. Pour éviter d'aggraver la situation, M. Adams s'enfuit précipitamment, mais Gates, implacable, saisit une longue épée et le poursuivit. Ils se battirent sur le toit. Poussé par la jalousie et la haine, Gates était inarrêtable et commença à perdre la raison. Voyant l'épée, M. Adams la ramassa pour se défendre. Gates, enragé, se précipita sur lui, provoquant un accident. Gates tomba dans la cour, terrifiant une passante, qui était en réalité la principale Wim. Le récit de M. Adams semblait plausible, mais Mercredi n'était pas si facilement convaincu. Ses gestes de caresser sa barbe et de cligner des yeux le trahissaient. Après tout, elle jouait à la roulette russe avec son père depuis l'âge de 12 ans et connaissait bien ses gestes subtils. Cependant, Mercredi choisit de le croire pour le moment. Après avoir fait ses adieux à son père, elle trouva le shérif et souligna qu'il y avait trop de circonstances suspectes et de coïncidences dans cette affaire. Le coroner s'était suicidé par culpabilité pour une affaire de meurtre vieille de plusieurs décennies et avait laissé un testament accusant son père. Et justement ce week-end, son père était revenu en ville. Clairement, quelqu'un les avait vus se rapprocher de la vérité sur l'affaire du monstre et avait délibérément créé cet incident pour entraver leur enquête. Elle demanda ensuite à voir les résultats du précédent test génétique. Le shérif, en colère, produisit le rapport, qui concluait qu'une correspondance n'était pas possible. Mercredi croyait toujours que tout cela n'était pas une coïncidence. La personne qui avait assassiné le coroner et blessé Eugène était clairement la même. Malheureusement, quelqu'un avait collé un chewing-gum sur la caméra, donc le shérif ne savait pas ce qui s'était passé lorsque le coroner s'était donné la mort. Il insista sur le fait que les deux incidents n'étaient pas liés et que c'était simplement la justice qui était rendue. Après la mort de Gates, toute sa famille tomba en ruine. Sa mère se pendit, son père mourut d'alcoolisme, et sa sœur fut envoyée à l'étranger en tant qu'orpheline, pour finalement se noyer. Mercredi n'avait rien à dire à ce sujet. Elle se sentait oppressée et chercha son frère pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait leur mère. En dehors de leur père, leur mère était la seule à connaître la vérité sur le passé. Son frère dit que leur mère était partie dans un endroit que personne ne connaissait, et Mercredi pensa immédiatement à la société Nightshade. Elle la trouva effectivement là-bas. Il semblait que la société Nightshade n'était plus qu'un groupe social ordinaire, mais elle était autrefois bien plus que cela. Sa mission était de protéger les parias contre le mal et les préjugés. Fondée par l'ancêtre de M. Adams, originaire du Mexique, les premiers membres faisaient partie des premiers immigrants en Amérique. Mercredi pensa immédiatement à leur ancêtre Goody. Sa mère sembla surprise. En effet, c'était Goody qui avait tué Crackstone. La société Nightshade était l'arme secrète de Goody pour contrer l'oppressif Crackstone. Madame Adams savait exactement pourquoi sa fille était venue. Elle dut révéler qu'elle était présente lors du combat. Gates, avec les pupilles dilatées et écumant de rage, s'était jeté sur elle comme une bête sauvage. Terrifiée, elle avait ramassé une épée par terre et avait poignardé Gates. Pour protéger sa bien-aimée d'un procès, son père avait pris toute la responsabilité, laissant délibérément Wim le voir avec l'épée. D'après le récit de sa mère, Mercredi remarqua une incohérence. Gates écumait de rage et ses yeux ne semblaient pas humains. Madame Adams dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un aussi aveuglé par la colère. Ou peut-être que ce n'était pas de la colère du tout. Ces symptômes étaient typiques, et sa mère aurait dû être plus attentive. En entendant cela, sa mère eut une révélation. Pour vérifier leurs soupçons, les deux allèrent dans la cour arrière pour creuser le sol, et, comme elle le soupçonnait, Gates avait été empoisonné. À ce moment, la police fut appelée, et le duo mère-fille fut arrêté sur place. Ses parents semblaient optimistes, pensant que la loi ne pourrait pas les séparer. Mercredi remarqua que même les loups avaient plus de self-control que ses parents. Elle savait que ses parents ne supporteraient pas l'emprisonnement. Alors en partant, elle prit un des doigts de Gates. Le tissu mou bien préservé et le vernis bleu prouvèrent que Gates avait été empoisonné à l'anémone. Même si sa mère ne l'avait pas poignardé, Gates aurait connu une fin tragique. Alors que Mercredi récupérait le doigt, elle eut une autre vision. Le père de Gates, maudissant et jurant, donna à son fils une bouteille de poison d'anémone et lui ordonna de s'infiltrer dans la danse pour assassiner les parias. Cependant, lors du conflit avec M. Adams, Gates brisa accidentellement la bouteille, ce qui entraîna son propre empoisonnement. Il ne voulait pas seulement tuer son père, mais massacrer toute l'académie. Après avoir découvert cet indice crucial, le duo mère-fille se rendit à la mairie. Le maire, qui était shérif à l'époque, était en charge de l'affaire. Il connaissait la vérité, mais choisit de la dissimuler. Le maire exprima ses regrets.
La famille Gates détestait l'Académie Nevermore et prétendait toujours que les terres sur lesquelles l'Académie était construite leur avaient été volées il y a 200 ans. Le père de Gates lui avait tout avoué dans un état d'ébriété. Pour préserver la réputation de Jericho et de Nevermore, il n'avait eu d'autre choix que de laisser le coroner falsifier le rapport, laissant tomber l'affaire. Selon Madame Adams, le maire essayait simplement de préserver sa propre réputation. En réalité, alors qu'il poursuivait Madame Adams, Gates s'était vanté que son père avait soudoyé le shérif de l'époque, qui avait accédé à la célébrité et avait été élu maire 1 an plus tard. C'est pourquoi le maire avait ignoré les allégations de harcèlement de Gates. Si le maire avait fait son travail correctement, Gates n'aurait pas perdu la vie. Le maire était un homme intelligent. Le duo mère-fille n'avait pas rendu l'affaire publique, donc il devait vouloir quelque chose de lui. Il n'avait qu'une condition, abandonner les charges contre M. Adams et s'excuser publiquement. Le maire n'eut d'autre choix que de libérer M. Adams. Le shérif actuel serra la main de M. Adams, signifiant une résolution. Après l'incident, la relation mère-fille semblait s'être rapprochée. Elle exprima son inquiétude concernant les visions de sa fille de leur ancêtre Goody. Goody était une sorcière puissante avec un profond désir de vengeance, alors elle devait être prudente pour ne pas la provoquer. Plus tard, le maire consulta à nouveau les dossiers de la famille Gates, semblant réfléchir à quelque chose. À l'académie, Bianca décida de faire un compromis. Elle pourrait retourner aider sa mère, mais celle-ci devait attendre la fin du semestre, sinon les choses ne se passeraient bien pour personne. À contre-cœur, sa mère accepta. Avant de se séparer, la mère de Bianca lui remit son ancien annuaire, qui contenait des souvenirs de ses merveilleux moments à l'académie. Mercredi y jeta un coup d'œil et trouva un indice important qui pouvait confirmer la mort de Rowan. Le Rowan qui était apparu ce matin-là était en réalité une illusion créée par la principale, qui avait démontré cette capacité lors d'un spectacle de talent. Pressé par Mercredi, Wim n'eut d'autre choix que de révéler la vérité, disant que ses actions avaient été approuvées par les parents de Rowan, car ce dernier avait tenté de tuer Mercredi à 2 reprises. Ils avaient donc choisi de cacher sa mort pour éviter des impacts négatifs sur l'académie et la famille de Rowan. Mercredi estimait que la principale Wim et le maire étaient semblables, cachant des corps pour couvrir leurs sombres secrets. Mais du point de vue de Wim, elle protégeait simplement l'académie et ses élèves. En parlant de protection, l'élève Eugène avait été blessé et était toujours à l'hôpital. Soudain, il y eut une agitation à l'extérieur. Ils se précipitèrent pour voir ce qui se passait et découvrirent que quelqu'un avait mis le feu à la pelouse. Le feu formait des mots, semblant les avertir d'un danger imminent.